Chers collègues, je vous propose que nous débutions notre séquence d'audition pour aujourd'hui avec une table ronde sur le thème de la préservation, de la fertilité et l'autoconservation des ovocytes. À cette fin, nous avons le plaisir d'accueillir, alors je vais dire de droite à gauche, Madame Larissa Meyer, qui est présidente du réseau Fertilité France. Vous me reprenez si je me trompe. Madame Virginie Rio, qui est cofondatrice du collectif BAMP, peut-être dit-on BAMP, je ne sais pas. BAMP, voilà, je n'osais. D'accord. Une association de patients de l'AMP et de personnes infertiles. Et vous êtes accompagné de Madame Caroline Delavoux, qui est responsable de l'antenne du collectif BAMP Nantes-Angers. Et Madame le docteur Joël Bellèche-Allard, qui est membre du bureau du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Vous êtes également professeur associé du Collège de médecine des hôpitaux de Paris. Et enfin, responsable du pôle femmes-enfants du centre hospitalier des Quatre-Villes à Saint-Cloud. C'est bien ça ? Voilà, bah écoutez, je vous remercie toutes quatre d'avoir accepté d'intervenir dans le cadre de notre mission d'information. La préservation de la fertilité et l'autoconservation des ovocytes sont des sujets qui reviennent régulièrement au cours des auditions que nous menons. Aussi, nous souhaiterions bénéficier de votre expérience et connaître vos positions sur ces sujets afin d'alimenter nos réflexions. Je vous propose que vous interveniez tour à tour et ensuite on aura un temps de questions et de réponses. Alors qui va commencer? Docteur Bellèche-Allard, je vous laisse la parole. Une règle du jeu, vous appuyez sur le bouton pour le micro. C'est pour le bon enregistrement, puisque nos débats sont télévisés, enfin enregistrés, pardon, et filmés. Et vous appuyez à la fin voilà, de telle façon à ce qu'un autre micro puisse prendre la suite. Voilà, docteur. Merci beaucoup de nous écouter, Monsieur le Président. C'est vrai que c'est un sujet pas simple et je vais surtout vous parler de la préservation de la fertilité dans le cadre de l'autoconservation, mais on pourra aussi parler un tout petit peu de préservation autre. Alors, il est clair que le désir d'enfant est devenu de plus en plus tardif. On accuse toujours les femmes, mais ça n'est pas uniquement la cause de la faute des femmes. Il y a certes la pilule, des carrières, mais il y a aussi le fait qu'il faut trouver le temps de rencontrer l'homme de sa vie et surtout que celui-ci soit d'accord. Alors, vous l'appelez homme de sa vie, comme on veut, prince charmant, en tout cas celui avec qui on veut faire un enfant, avec qui on a envie de fonder une famille, mais il faut surtout que celui-ci soit aussi d'accord pour le faire. Et donc tout ça, c'est un peu compliqué. Et toutes les études scientifiques actuelles semblent montrer que c'est ça le facteur principal actuel, c'est le problème de l'homme. Le deuxième point, et pas du tout celui qu'on pensait de la femme carriériste, c'est très important. Le deuxième point, c'est que la fertilité des femmes, mais aussi celui des hommes, chute avec l'âge. Et que contrairement à une idée reçue, l'AMP classique, intraconjugale, avec l'ovocyte et le sperme du couple, ne compense pas la chute de la fertilité avec l'âge. Ça, c'est faux. Si les ovaires sont vieux, s'il n'y a plus de follicules, on n'y peut rien, on peut toujours stimuler, il n'y aura jamais de réponse. Et donc, à toutes ces femmes de la quarantaine qui arrivent dans nos cabinets, tout ce qu'on peut leur proposer quand on leur dit que leurs ovaires, leur réserve ovarienne est un peu trop faible, on leur propose le recours au don d'ovocytes. Alors, dès qu'on dit le mot don d'ovocytes en France, on pense pénurie de donneuses. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que ce sont des grossesses plus à risque parce que le fœtus est complètement étranger à la mère et non pas semi-étranger comme d'habitude dans une grossesse classique. Et il y a une solution pourtant qui pourrait permettre de régler ce problème pour toutes ces femmes de la quarantaine, c'est la conservation d'ovocytes à un âge où leur fertilité est encore optimale. Alors c'est ça notre sujet de ce jour. Ça veut dire quoi l'autoconservation? C'est tout simplement autour de la 35 ans maximum, parce qu'après c'est un peu trop tard, avoir une stimulation de l'ovulation, une ponction pour recueillir les ovocytes et congeler les ovocytes. En pratique, donc, ça se fait dans un centre de FIV, effectivement. Or, actuellement, cette conservation, elle est légale en France uniquement dans le cadre de la préservation avant un traitement potentiellement stérilisant, comme par exemple le cas le plus classique, c'est la femme qui a un cancer du sein et qui va avoir une chimiothérapie après avoir enlevé le cancer. Et avant la chimio, on peut faire une préservation de la fertilité. C'est possible dans un nombre de centres limité et surtout qui ne peut pas être étendu parce que le SROS l'a limité à un nombre de centres extrêmement réduit. Alors, il y a des arguments pour, il y a quelques arguments contre, et nous acceptons tout à fait toutes de les entendre, mais l'argument pour, c'est bien sûr le recul de l'âge du désir d'enfant.
C'est l'allongement de la durée de la vie. C'est le fait que la technique de congélation par vitrification, la plus efficace, elle est autorisée depuis la loi de 2011. C'est le fait qu'il y ait une pénurie du don d'ovocytes. C'est le fait qu'on nous dise toujours, mais il suffirait que les femmes fassent leurs enfants plus tôt. Ben, c'est pas vrai, c'est pas possible ce retour en arrière. Il y a effectivement, même si on met en route, même si on informe les patientes, on n'a pas toujours rencontré à temps, et c'est ça le point important, l'homme avec qui faire un enfant. Il y a la liberté individuelle, pourquoi ne pas le faire? Il y a l'égalité homme-femme, il y a le fait que sur le plan médical, il vaut mieux une grossesse avec ses propres ovocytes, il y a moins de problèmes qu'avec un don d'ovocytes. Et puis, il y a, et là, ce sont les internautes qui l'ont exprimé au comité consultatif d'éthique, mais c'est vrai, si on ne l'autorise pas, on va pousser les femmes de 40 ans désespérées parce qu'elles n'ont pas l'homme de leur vie, ou leur prince charmant comme vous voulez, à faire un enfant seul, et on va augmenter les familles homoparentales involontaires parce qu'elles se disent c'est maintenant ou sinon je ne l'aurai jamais. Alors bien sûr, il y a des arguments contre, c'est l'inégalité sociétale si c'est payant. On nous parle des risques de la stimulation de l'ovulation et de la ponction. Alors ces risques, ils ont été estimés, ils sont très faibles, ils sont inférieurs à 1%. Et je me permets de vous signaler que dans le cadre du don d'ovocytes, la France entière, dans le cadre de la loi, a jugé qu'on pouvait faire prendre ces risques à une donneuse pour quelqu'un d'autre. On ne voit pas pourquoi on refuserait à une femme de prendre ces risques pour elle-même. Le coût, il faut compter à peu près 3 000 €, c'est vrai. Le faux espoir, est-ce que ce sont des bébés au congélateur? Fort heureusement, non. Ce ne sont que des ovocytes. Mais maintenant, on dispose de données assez claires. Si vous congelez 10 ovocytes avant 35 ans, pardon, vous avez 60% de chances de naissance. Si vous congelez 10 ovocytes après 35 ans, 30% de chance. Donc, on peut aussi dire, dernier risque, on va encourager les grossesses tardives. Alors le collège que je représente, le Collège national des gynéco-obstétriciens français, nous pensons qu'il faudrait dans l'idéal que les femmes reprennent leurs ovocytes avant 40 ans et, si elle est dûment informée des risques, possible jusqu'à 50 ans. Vous allez dire pourquoi on a fait cette phrase un peu ambiguë. Parce qu'on s'est dit que si on disait 45 piles, la femme qui avait 44 ans, 9 mois, mais qui était obèse, hypertendue, diabétique, et chez laquelle la grossesse serait très dangereuse, on allait l'autoriser. Celle qui avait 45 ans et un jour, et qui était jeune, entre guillemets, mince, en bonne santé, on allait la refuser. Donc, à l'unanimité, on a dit, optimal avant 45 ans, possible entre 45 et 50 ans, si l'état de la femme le permet. Et pour terminer, nous ne voyons pas, et là j'exprime l'avis des professionnels, puisque à 80% d'entre nous, c'est un sondage qu'on a fait au sein du collège, nous soutenons la demande d'autoconservation. On pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas laisser les femmes libres de décider. Et puis surtout, et là je l'ajoute à titre plus personnel, c'est assez difficile à l'ère d'Internet d'avoir des frontières qui ne sont que financières. Actuellement, tout autour de nous, l'autoconservation est possible. Une loi, vous le savez sûrement mieux que moi, certaines sont respectées universelles. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, personne ne se pose de questions. Une loi qui n'existe que d'un côté de la frontière et qui est basée sur parfois des croyances, des idées religieuses, qui est assez discutable, elle pose vraiment question. Donc on ne comprend plus pourquoi il y a cette loi actuellement. L'Académie de médecine a tranché en faveur. Le CCNE, je pourrais vous en parler, j'étais membre du CCNE à un moment, a tranché finalement également en faveur, les professionnels aussi. Et finalement, pour nous, il nous semble qu'il ne resterait plus que deux questions en réalité. En quoi la société est concernée? La société est concernée, c'est vrai, par la prise en charge. Mais c'est un sujet sur lequel on pense tous qu'on peut dissocier autorisation et prise en charge. Et puis, la vraie question éthique, c'est comment l'autoriser sans l'encourager. Bien sûr que c'est mieux pour l'enfant d'avoir des parents qui ne sont pas trop vieux. Bien sûr que c'est mieux d'y arriver, à convaincre et à expliquer. Donc nous voudrions que toutes les femmes soient informées, ce qui ne veut en rien dire que toutes les femmes le feraient, puisque les dernières statistiques de l'INED et de l'INSE montrent que 78% des femmes font leur enfant avant 35 ans. Donc il y en aurait moins de 25% qui pourraient être concernés. Et le dernier point sur lequel on voudrait insister les professionnels de santé, c'est que la préservation actuellement, elle est possible dans un très petit nombre de centres autorisés par le SROS dans le cadre de la préservation pour cancer. Nous voudrions que l'autoconservation ovocytaire soit possible dans tous les centres. Il y a 102 centres exactement AMP à l'heure actuelle en France dans les dernières données de l'ABM, dans les centres privés comme dans les centres publics, et que ce ne soit pas une autorisation comme celle du SROS pour le cancer. Voilà à peu près ce qu'on voulait vous dire et que pour nous, en tout cas, notre dernier sondage, c'est près de 77 exactement % des gynécologues sont favorables à cette autoconservation dans tous les centres publics et privés parce qu'on n'en peut plus de voir les femmes sortir en larmes de nos bureaux ou aller à l'étranger pour celles qui le peuvent et que ça ne nous semble pas très bien comme forme de justice et de progrès que celles qui le peuvent le fassent et celles qui ne peuvent pas ne le fassent pas. Merci. Je donne la parole à Madame Rio de l'association BAMP.
Bonjour. Donc moi, je vais lire mon texte pour ne rien oublier et pour rester dans le temps qui nous est imparti, le texte que j'ai écrit. Donc notre association de patients de l'assistance médicale à procréation de personnes infertiles et stériles regroupe en majorité des couples hétérosexuels âgés de 31 à 36 ans, ainsi que des femmes seules. Donc des hommes et des femmes qui sont marqués par différentes infertilités et qui vivent des parcours d'AMP en intraconjugal ou avec don de gamètes en France et à l'étranger, et des parcours plus ou moins longs. Notre projet associatif s'inscrit dans un champ large qui s'étend de la prévention, la sensibilisation du grand public au sujet de la fertilité, de l'infertilité et de l'AMP, en passant par l'information, l'accompagnement et le soutien des personnes en parcours d'AMP, ainsi que celles qui en sortent avec ou sans enfants. Nous nous investissons pour témoigner, informer et agir sur toutes les questions médicales liées aux infertilités et à l'AMP. Nous participons pour ça à des congrès médicaux, à des groupes de travail avec l'Agence de la biomédecine et des professionnels de l'assistance médicale à la procréation. Nous essayons d'organiser tous les ans une semaine de sensibilisation sur l'infertilité. Nous accompagnons quotidiennement les personnes qui s'adressent à nous. Pour ça, nous proposons aussi des groupes de parole et de soutien dans différentes villes de France. Nos actions concernent aussi les questions administratives et sociales, notamment les autorisations d'absence qui permettent de mieux articuler les protocoles de soins avec les obligations professionnelles. Nous avons aussi des actions culturelles et artistiques pour essayer de montrer à la société et d'accompagner les gens que la fertilité, ce n'est pas un tabou. Donc pour cela, on propose des ateliers créatifs et on a mis en place aussi une exposition. Pour nous, la révision de la loi de bioéthique, c'est une formidable occasion de remettre à plat presque 50 ans d'assistance médicale à la procréation en France. Et je voulais vous rappeler que la Société française des débuts de l'assistance médicale à la procréation n'est plus du tout la même qu'aujourd'hui et n'est même plus la même que celle de la première loi de bioéthique qui date d'il y a déjà 24 ans. Il en va de même des techniques médicales. Notre souhait est que la loi de bioéthique gagne en cohérence et en pertinence sans contrevenir à ses principes éthiques qui sont la bienfaisance, l'autonomie, la non-malfaisance et la justice. Pourtant, actuellement, le système médico-juridique de l'AMP induit des inégalités, maintient des discriminations, empêche l'amélioration de certains diagnostics et de certaines thérapeutiques. Et ça provoque aussi des tensions dans la société. Et surtout, ça ne permet pas que ces 4 grands principes soient respectés pour nombre de nos concitoyens. C'est pour ça que, fort de notre expérience, nous souhaitions insister sur 4 points. Le premier, c'est qu'il faut absolument que la santé environnementale et la santé reproductive deviennent des sujets de premier plan dans notre pays et que la société, comme les acteurs politiques, en prennent vraiment conscience. Il faut qu'on arrive à penser l'infertilité et l'assistance médicale à la procréation en termes de santé publique globale. Nous déplorons, avec le CCNE, le peu d'intérêt qu'a suscité le thème santé et environnement lors des états généraux de la bioéthique. Pour nous, c'est pourtant le point essentiel. Car sans action concernant la santé environnementale, la fertilité humaine n'ira pas bien loin, même avec une AMP plus performante. Pour nous, cela n'a pas de sens de ne penser qu'à la solution, qui est l'assistance médicale à la procréation, sans s'occuper des causes qui provoquent les infertilités. L'AMP est une chance incroyable pour les couples infertiles, mais c'est une chance que nous aimerions tous ne pas avoir à utiliser. Pour cela, il faut une prise de conscience et une mobilisation majeure autour des enjeux qui sont sanitaires, démographiques et économiques actuels et aussi futurs de la fertilité, de l'infertilité et de l'AMP. C'est pourquoi nous demandons avec notre partenaire qui est le réseau santé-environnement, réseau environnement-santé, une grande loi de santé environnementale pour 2019. Un deuxième point important pour nous, c'est qu'il faut absolument que l'assistance médicale à la procréation continue à s'inscrire dans les valeurs de solidarité nationale, de droits de l'homme, de respect des libertés humaines fondamentales, dont la santé sexuelle et reproductive font partie au niveau mondial. Il faut absolument intensifier le respect de la dignité des hommes, des femmes et des enfants qui ont recours à l'AMP ou qui en sont issus. On voudrait juste vous rappeler ici que les enfants que nous avons du mal à avoir, ils ont quand même des yeux et des oreilles, comme tous les autres enfants, et qu'ils entendent toutes les choses négatives qui se disent au sujet de l'assistance médicale à la procréation depuis ces dernières années. Et que pour nous, c'est quelque chose qu'il faut rappeler vraiment.
En troisième point, nous souhaitons affirmer que l'assistance médicale à la procréation doit rester dans le domaine de la santé. Pour nous, c'est une nécessité éthique absolue de maintenir l'AMP du côté du soin. Il faut la protéger des lois libérales du marché. Parce que là, on est sur un domaine, la reproduction humaine, qui ne doivent pas être un nouveau marché à conquérir et à développer. Les personnes infertiles ne sont pas des cibles commerciales, mais bien, comme l'indique l'Organisation mondiale de la santé, des patients ayant des libertés et des droits. Enfin, le dernier point sur lequel nous voulions insister, c'est qu'il faut recadrer et limiter des pratiques indignes et illégales qui ont toujours cours en France, comme par exemple le recours par défaut au don de spermatozoïdes en dehors de tout cadre sanitaire et juridique, la pression qui peut être mise sur les couples pour pallier au manque de dons, avec la pratique du don relationnel, les discriminations par l'argent qui persistent, l'inégalité dans l'accès aux soins qui se fait en fonction de son statut conjugal ou de sa sexualité ou encore de son phénotype. Lors de notre audition au CCNE, nous avons sélectionné 4 thèmes à étudier et à faire évoluer. Nous ne revenons pas sur les détails que vous avez eus dans tous les documents qu'on vous a fournis, mais on voulait redonner ici les titres principaux, qui sont les points pour nous essentiels. Il faut qu'on modifie la définition et les indications de recours à l'AMP. Actuellement, c'est l'article L2141-2 qui définit tout ça. Et si on ouvre cet article, ça permettrait de réellement moderniser la loi de bioéthique et de mettre en œuvre les droits fondamentaux relatifs à la santé reproductive, de mettre fin aux discriminations et d'apporter plus de cohérence. Il faut aussi qu'on repense la question du don de gamètes. Nous proposons la mise en place d'une commission regroupant tous les acteurs qui ont émergé via différentes associations depuis une dizaine d'années sans jamais travailler ensemble. Nous souhaitons évidemment que les professionnels soient associés à cette commission parce qu'il faut absolument qu'on arrive à penser ensemble toutes les questions relatives au don de gamètes. En ce qui concerne l'autorisation de l'autoconservation des ovocytes, pour nous, c'est une nécessité de pouvoir le mettre en œuvre. Et il faut absolument aussi que ça s'inscrive dans un programme de prévention de la fertilité plus global. Ça permettrait, de notre point de vue, de faire des économies financières, de faire des économies sociales et psychiques importantes. Ça permettrait aussi de réduire la pression qui est mise sur les donneuses d'ovocytes. Pour notre association, il est vraiment temps de penser et d'agir différemment au sujet de la fertilité, de l'infertilité et de l'AMP. Ces sujets ne doivent plus être traités comme une source de polémique idéologique, ni vécus comme un tabou, une honte. Nous demandons que tout soit mis en œuvre pour qu'ils deviennent des sujets de santé publique de premier plan. Et c'est à vous, mesdames et messieurs les députés, mais aussi aux sénateurs et au gouvernement de M. Macron, de relever ce défi d'une révision de la loi de bioéthique à la hauteur des besoins et des attentes des professionnels, mais surtout des patients. Une loi qui gagnerait en cohérence et notamment sur les questions environnementales actuelles et qui fasse sortir l'assistance médicale à la procréation de la marge dans laquelle elle est maintenue. C'est un sujet complexe car il faut dans un même temps ouvrir les indications de l'AMP, améliorer les résultats des techniques actuelles et lutter contre l'augmentation des situations générant l'infertilité et la stérilité. Nous pensons qu'en regardant en face les problèmes, sans parti pris idéologique, nous pouvons réussir cette évolution. Car face à la fertilité humaine qui est menacée et au recours à la technique d'AMP qui augmente, la fuite en avant n'est plus possible. Nous espérons que cette révision de la loi de bioéthique enclenche enfin une prise de conscience collective. Parce que les alertes, elles existent depuis bientôt 60 ans. Elles sont encore plus vieilles que l'AMP en France. Rachel Carson, qui est une biologiste qui a écrit un livre il y a très longtemps, et qui alertait déjà sur la santé reproductive des oiseaux, c'était il y a 56 ans. L'appel de Wingsprint, qui a permis la première définition sur les perturbateurs endocriniens et leur impact sur la fertilité des mammifères, c'était il y a 27 ans. L'étude danoise qui a mis en évidence une chute de la qualité et de la quantité du sperme humain, c'était il y a 26 ans. La hausse du nombre de jeunes femmes en insuffisance ovarienne précoce, de celles qui sont atteintes du syndrome des ovaires polykystiques, d'endométriose, autant de maladies qui impactent la fertilité. Les 10% de couples qui aujourd'hui sont atteints d'infertilité inexpliquée. Les plus de 147 730 tentatives d'AMP qui ont été réalisées en France, tous ces éléments-là, c'est aujourd'hui. C'est les concitoyens qui vivent tout ça. En 2015, il y avait à peu près 3,1% des enfants naissaient grâce à une assistance médicale à la procréation. Là, les chiffres sont encore stables.
bien que l'INED prévoyait une augmentation. Mais en tous les cas, depuis 2009, c'est un peu plus de 20% d'enfants qui naissent en France grâce à une technique d'AMP. Alors, en tant que parent, on s'en réjouit, et en même temps, en tant que personne infertile, on se dit attention, il faut arrêter cette inflation en fait. Parce qu'il y a trop de couples infertiles. En fait, ils sont comme des lanceurs d'alerte qui s'ignorent, mais qu'il faudrait pourtant écouter. Ils sont invisibilisés aussi par les représentations sociales, les préjugés qui perdurent encore en France. Mais regardez autour de vous. Allez dans les salles d'attente des gynécologues ou des centres d'AMP, et vous verrez, ils sont là, ils sont nombreux et bien trop nombreux. Nous les côtoyons au quotidien. Et en plus, il ne faut pas non plus omettre tous les gens qui ne se savent pas encore infertiles, parce qu'ils ne sont pas encore dans le désir d'avoir des enfants. Donc pour nous, l'avenir de la santé reproductive, de la fertilité humaine, c'est aujourd'hui qu'il se vit, et c'est en 2019 que vous allez pouvoir soit le moderniser, soit le laisser avec ses incohérences et ses faiblesses. Les enjeux sont extraordinairement importants pour les enfants et les adultes d'aujourd'hui et pour la société française. Et merci de nous donner l'opportunité de le dire. Merci. Je vais laisser la parole à Madame Larissa Meyer, qui est présidente de Réseau Fertilité France. Madame Meyer. Alors, bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs. D'abord, je vous remercie d'avoir convoqué pour parler de ce sujet avec vous au nom de l'association. On est une association qui est toute jeune et qui visons à nous occuper des questions de préservation de fertilité, en particulier la préservation de fertilité ovarienne, et donc principalement en ce moment sur les questions d'autoconservation. Alors j'espère que je ne vais pas être redondante avec ce qu'a dit Dr Bellé-Chalard juste avant, donc je ne vais pas le lire justement pour éviter ça. Et je vais essayer d'apporter des éléments complémentaires et ne pas redire la même chose. Alors sur l'autoconservation, la première chose à dire, c'est que si les femmes reculent, si l'âge à première naissance recule, comme elle l'a dit et comme faut quand même le redire, c'est quand même globalement pas le fait des femmes seules, c'est le fait d'un mouvement global qui concerne les hommes et les femmes célibataires ou en couple, les couples entre eux, les couples qui se défont, qui se refont, qui font qu'il y a des demandes de première naissance qui peuvent arriver entre 35 et 40 ans et qui sont aussi... D'après les travaux de sociologues, le fait de simplement l'allongement de la durée de la vie, qui fait qu'on n'est pas plus vieux plus longtemps, mais on est plus jeune à tous les âges, et tous les âges de la vie durent plus longtemps. Donc c'est tout à fait, si vous voulez, cohérent que l'entrée en maternité arrive plus tard et que voilà, les demandes en PMA du coup augmentent. On entend souvent que l'autoconservation risquerait de reculer l'âge de la première naissance. En fait, et c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt le recul de l'âge de la première volonté de naissance qui rend l'autoconservation nécessaire et pas l'inverse. D'autant que les femmes concernées par ce recul de l'âge de la première naissance, c'est-à-dire en fait la tranche 35-45 ans, sont des femmes qui sont déjà prises en charge actuellement en PMA. Simplement, comme l'a dit le docteur précédemment, ce sont des femmes à qui on proposera un recours au don d'ovocytes, mais à qui on va quand même proposer de suivre le protocole actuel qui est quand même assez lourd, qui consiste d'abord en des inséminations avec le sperme du conjoint avec des stimulations ovariennes, puis des fécondations in vitro, puis en dernier recours, le recours au don d'ovocytes. Ce sont des parcours qui sont parfois très longs, qui peuvent prendre plusieurs années, peuvent aller jusqu'à 5, parfois on entend même 10 ans. Et donc, la question qu'on peut poser, c'est est-ce que ce ne sont pas les parcours qu'on a aujourd'hui qui, eux, reculent l'âge de la première naissance ? Et est-ce que toute mesure permettant de raccourcir ces parcours ne serait pas, au contraire, un moyen d'amortir le recul de la première naissance plutôt que de l'encourager ? Et notre position, c'est qu'en permettant l'autoconservation à un âge opportun, la prise en charge en PMA sera ensuite accélérée, ce qui apporte un bénéfice sur le plan médical à la patiente, déjà qui ne subirait moins de traitements invasifs, moins de ponctions, moins de stimulation, pour au final une naissance qui arriverait plus vite, qui permettrait peut-être si le projet était à la base d'avoir plusieurs enfants, peut-être d'avoir une deuxième naissance. Par exemple, si on prend le cas d'une jeune femme qui arrive vers 35-36 ans, qui fait un couple à 35-36 ans, qui essaye pendant 2 ans,
puis va ensuite consulter. On va d'abord lui faire les stimulations. Ça peut durer 1 an, 2 ans. Je parle sous votre contrôle, docteur. Ensuite, il n'est pas exclu qu'elle se retrouve mise sur la liste d'attente du don d'ovocytes vers 38, 39, 40 ans et qu'au final, elle soit mère, si elle a de la chance, à 42, 43, après un parcours de 5, 7 ans qui l'amène à renoncer peut-être à une deuxième naissance. On peut imaginer avec l'autoconservation que si le parcours est ramassé, si vous voulez, qu'il est accéléré à 1 an, 2 ans et que la première naissance arrive vers 38 ans, qu'il soit toujours possible de faire une deuxième naissance et que, de fait, on ait en fait une efficience, un meilleur rapport coût-bénéfice-risque. Et dans le coût, on met le coût médical d'abord, le coût que ça demande en temps, en investissement, en risque pour la santé, mais également le coût financier pour l'assurance maladie qui en fait prend en charge tous ces frais. Donc voilà, donc il y a d'abord cette question d'efficience thérapeutique et d'efficacité qui fait que pour moi l'autoconservation ne pose vraiment aucune question éthique. D'abord parce que la technique est déjà autorisée, qu'elle est pratiquée sur nos donneuses, qu'elle a été validée sur le plan éthique. Et ensuite que l'autoconservation n'est rien d'autre qu'un don d'ovocytes pour soi-même, c'est-à-dire en fait une technique de prévention de l'infertilité liée à l'âge. On entend souvent qu'il s'agit d'une mesure de convenance personnelle, mais si on change juste les lunettes avec lesquelles on regarde le sujet, on réalise qu'en fait c'est une technique de médecine préventive qui peut tout à fait entrer dans la boîte à outils des gynécologues français qui font de la PMA sans que ça ne bouleverse en rien les modalités qui encadrent la PMA. Ensuite, l'autre chose importante que je voulais dire, c'est le rapport entre l'autoconservation et le don d'ovocytes, qu'aujourd'hui on sait que notre banque est déficitaire, qu'on a jusqu'à 4 ans d'attente pour nos patientes. Et l'idée avec l'autoconservation, c'est de soulager la banque d'ovocytes, puisqu'on sait qu'une bonne partie des patientes qui recourent au don d'ovocytes sont justement des patientes qui ont une infertilité ovarienne liée à l'âge. Et que si ces patientes-là ont pu autoconserver leurs propres ovocytes, il y a tout à espérer qu'elles puissent les utiliser, ou en tout cas qu'elles soient moins nombreuses à recourir à la banque, puisqu'elles auront eu leur propre réserve. Et d'autre part, on peut aussi imaginer que les patientes qui ont des ovocytes excédentaires qu'elles n'ont pas utilisés ou qui finalement ne recourent pas du tout à leur réserve d'ovocytes parce qu'elles ont changé de projet ou parce qu'elles ont pu avoir un enfant autrement, les donneraient à la banque parce que je pense que les femmes, même si dans l'ensemble, on ne peut pas dire que toutes les femmes seraient d'accord de donner leurs ovocytes, mais dans l'ensemble, les femmes sont quand même conscientes du caractère précieux des ovocytes qui sont prélevés. Et donc, on sait que dans les autres pays, il leur est proposé de les donner à la banque ou à la recherche. Et très peu de femmes les jettent, en fait. Donc, on aurait un effet bénéfique sur notre banque d'ovocytes, aussi bien en soulageant la demande qu'en augmentant l'offre, avec un don d'ovocytes qui serait vraiment très éthique dans la mesure où la patiente donne des ovocytes déjà prélevés et n'a pas à se soumettre à un protocole de ponction comme on le fait actuellement pour nos donneuses qui doivent donner plus que leurs ovocytes puisqu'elles doivent aussi donner leur temps, leur risque, ce qui ne serait pas le cas des ovocytes donnés dans le cas qui sont déjà prélevés pour une autoconservation. Où là, c'est vraiment un don entièrement gratuit comme le don de sperme puisqu'il ne demande qu'une autorisation sans risque. Donc voilà, donc on a un effet en domino, si vous voulez, sur toute la prise en charge en PMA globale, avec plus d'outils pour les gynécologues et une meilleure efficience pour les femmes elles-mêmes qui autoconservent, mais aussi pour toutes les autres femmes qui sont en attente d'un don d'ovocytes. Et puis via la recherche, pourquoi pas aussi sur tout un système de PMA dans l'ensemble. Le troisième point que je voulais souligner, c'était l'importance d'un plan global contre l'infertilité et pourquoi pas aussi d'une consultation de prévention qui serait mis en place pour tout le monde, un peu comme on réalise des consultations de prévention où la sécurité sociale convoque les patients, par exemple le bilan bucco-dentaire à 6 ans qui s'appelle MT-DENT. On pourrait tout à fait imaginer une consultation entre 25 et 30 ans pour tout le monde, pas seulement pour les femmes, pour expliquer aux jeunes gens voilà, quelle va être la réalité de leur vie génétique, quelle est la fertilité ovarienne, comment elle va évoluer dans le temps, quelles sont les techniques dont on dispose pour faire de la prévention, quels sont les meilleurs âges pour les mettre en place, et voilà, pour qu'il n'y ait pas de surprise, parce que ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que beaucoup de femmes ne sont pas assez informées, et que quand elles réalisent qu'elles reçoivent l'information, il est souvent trop tard, et qu'ensuite il y a des
des comportements de panique qui peuvent induire des risques pour elles, se rendre à l'étranger en catastrophe. Elles sont parfois très éprouvées pour finalement pas de résultat. Et que l'idée de cette consultation, alors évidemment, les gens seraient libres d'y aller ou pas, mais qu'au moins elle soit proposée systématiquement aux personnes, de manière à ce qu'il n'y ait pas de surprise, qu'on soit à distance de l'échéance et que les gens puissent voir venir, prévoir leur vie génésique et sans pression et avec un accompagnement le plus respectueux, si vous voulez, des patients et de leurs bénéfices, en fait. Voilà. Et il y a encore un point que je voulais aborder, c'est l'âge, puisque je sais que c'est une question qui est souvent posée. À quel âge conserver et jusqu'à quel âge utiliser les ovocytes? Je me suis entretenue avec un médecin belge sur cette question. Et donc, apparemment, les dernières études montrent que jusqu'à 35 ans, on a à peu près le même taux de naissance par cycle. C'est-à-dire, en fait, avec les ovocytes prélevés sur un cycle, on a à peu près les mêmes chances d'avoir une naissance vivante au bout, en sachant que plus on avance en âge, plus les ovocytes sont de mauvaise qualité chaque ovocyte, donc les taux de réussite baissent pour chaque ovocyte, mais aussi le nombre d'ovocytes qu'on peut espérer prélever à chaque ponction baisse. Et donc il faut prendre ces deux données en compte pour calculer le rapport bénéfice-risque pour les patientes. Et ce qu'il me disait, lui, c'est que quand une patiente de 30 ans le consulte, il dit « à aucun moment je refuse autoconservation », parce que je sais que plus la patiente est jeune, plus le rapport bénéfice-risque est intéressant pour elle, scientifiquement parlant, médicalement parlant, moins elle aura besoin d'être stimulée, plus vite on aura le stock nécessaire. Mais je sais aussi qu'à 30 ans ou avant, les risques qu'elle ne réutilise pas ces ovocytes sont grands aussi, puisque entre 30 et 35 ans, le nombre de femmes célibataires qui finalement vont trouver un conjoint et puis finalement avoir des enfants sans PMA existe. Donc il dit « je ne pousse pas à l'autoconservation à 30 ans ». Mais à partir de 35 ans, vers 34, même 33, 34 ans, quand une femme vient me voir qu'elle est célibataire ou qu'elle vient juste de rompre et qu'elle est sûre qu'elle veut des enfants, alors le risque de besoin de PMA plus tard, pour une deuxième grossesse ou même pour une première, est très grand. Et donc, dans ce cas-là, je conseille fortement de faire l'autoconservation, puisque même si ce n'est pas utilisé pour la première, ça pourra l'être pour une deuxième grossesse. Et que dans le cas où la patiente entrera en PMA, alors on sera beaucoup plus efficace avec les ovocytes de 34 ans qu'avec ceux qu'elle aura le temps qu'elle fasse un nouveau couple et qu'elle reconsulte vers 38-39 ans. Donc, et ensuite, il me dit pour la tranche d'âge supérieure, au-dessus de 37-38 ans, quand une patiente vient me voir qu'elle veut autoconserver, scientifiquement parlant, le rapport bénéfice-risque est moins bon, mais il reste quand même correct. Et même s'il n'est que de 30 ou 40%, en sachant qu'à 37 ans, avec 20 ovocytes, il arrive, la dernière étude montre quand même 75% de taux de naissance cumulatif, qui est quand même important. C'est ce qui est... Et c'est discutable, c'est pas honnêtement les données. Oui, enfin c'est l'étude que j'ai fournie en fait comme document. Alors évidemment, c'est pas des données. Il y a le tableau dans le document que je vous ai fourni. C'est pas de lui, hein, c'est l'étude de Goldman qui date de cette année ou de l'année dernière. 2017, Goldman. C'est un algorithme qui dit les taux de succès en fonction du nombre d'ovocytes et de l'âge. Voilà, c'est ça. Et donc quand on regarde sur le tableau, on constate que pour les femmes de 37 ans, avec 20 ovocytes, on a 75% de taux de naissance cumulatif. En sachant qu'à 37 ans, pour avoir 20 ovocytes, il faut plusieurs stimulations. Donc voilà. Mais tout ça pour dire qu'il dit, voilà, passer le meilleur âge, sur le plan éthique, je ne peux pas refuser, puisqu'il y a encore un bénéfice, même s'il est plus faible. Même si ce n'est pas le meilleur âge, il reste quand même ce bénéfice. Donc on ne refuse pas pour les jeunes pour des raisons médicales, puisque c'est le mieux pour elles. On ne refuse pas pour les personnes plus âgées, parce que il y a encore un bénéfice, même si sur le plan éthique, on ne peut pas refuser. Bien sûr, au-delà de 40-42 ans, quand les chances sont infimes, là, il ne le fait plus, mais dans la tranche 35-40, il n'y a pas d'exclusion non plus de patientes. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il ne me semble pas opportun de mettre en place ni un plancher, ni un plafond à l'autorisation d'autoconservation, puisque le rapport bénéfice-risque devra vraiment être calculé individuellement en fonction des critères médicaux, mais aussi des critères sociologiques de la personne. On peut imaginer une jeune femme qui sait qu'elle va faire 10, 12 ou 15 ans d'études et qui souhaiterait conserver à 25 ans. Pourquoi on lui refuserait alors que c'est le meilleur moment médicalement, le meilleur c'est le plus tôt pour elle.
Voilà, et le dernier point, c'était le financement. Donc, comme le disait Dr Bellech-Allard, on ne peut pas lier financement et autorisation. Il y a des tas de techniques médicales qui sont autorisées, même si elles ne sont pas financées. J'ai en tête l'exemple de l'orthodontie de l'adulte, qui n'est pas du tout pris en charge et qui pour autant n'est pas interdit. Donc, on peut tout à fait dissocier les deux. Et sur le plan du financement, le mieux, ce serait une prise en charge par la collectivité à 100%, mais s'il y a un blocage sur ce point, on peut tout à fait imaginer que les patientes participent pour une partie des frais de congélation, quitte à ce qu'elles soient remboursées ensuite si les ovocytes vont au don, ou qu'on propose aux femmes de les prendre en charge si elles acceptent que les ovocytes excédentaires soient donnés au don. Voilà, ou alors, si on veut vraiment réfléchir sur la question de financement, mettre tous les coûts de la PMA sur la table et voir aussi quels peuvent être les bénéfices en termes d'économie de santé sur les PMA qui vont être faits ensuite, puisque finalement, si le fait d'avoir les ovocytes préconservés permet d'éviter un certain nombre de stimulations, de FIV, de coûts de laboratoire plus tard. Peut-être que l'autoconservation, que la balance en fait financière serait même pas déficitaire, que l'autoconservation pourrait être prise en charge par ces économies. Voilà, et ou peut-être par d'autres économies à faire sur les techniques d'AMP, si on les rend plus efficaces, notamment le diagnostic pour éviter d'implanter des embryons non viables et d'autres techniques. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce n'est pas ma spécialité, mais voilà, si on rend l'AMP plus efficiente, plus efficace dans l'intérêt des patientes, le bénéfice économique pourrait peut-être aussi permettre de couvrir cet outil médical qui serait mis à disposition des gynécologues, voilà, pour les femmes. Merci, mesdames. Je vous propose donc que nous poursuivons notre échange par des questions et des réponses. Moi, vous avez fait état de la nécessité de faire un plan de lutte contre l'infertilité, avec cette infertilité qu'on constate, notamment l'infertilité masculine, qui est aussi une préoccupation importante, et donc de faire, je reprends vos mots, de l'infertilité une question prioritaire de santé publique. Je crois qu'on est d'accord. Concrètement, en action qui pourrait être faite dans un plan d'action de lutte contre l'infertilité, notamment l'infertilité masculine, est-ce que vous avez des actions à proposer? Alors, je ne sais pas qui commence, Madame Rio. Alors, nous, dans ces actions-là, il y a tout ce qui concerne la prévention et l'information des jeunes générations. Donc, tout ce qui peut être fait auprès des lycéens ou des étudiants. Donc, sur qu'est-ce que c'est que la fertilité humaine, sa fragilité, sa durée limitée pour les femmes et l'impact de nos conditions de vie et des perturbateurs endocriniens sur nos fertilités actuellement. Donc, ce travail de prévention, le systématiser. Ensuite, comme proposait Madame, toute la question des bilans, c'est-à-dire que les gens puissent aller faire un bilan. Où est-ce que j'en suis de ma fertilité? Et ensuite, une fois informée, je pourrais faire des choix. Est-ce que si je suis en couple, on réfléchit à faire un enfant maintenant? Ou si je ne suis pas en couple, il faudrait peut-être que je le sois. Enfin, voilà, l'information permet le choix et la décision. Et oui, voilà, pour l'instant. Docteur, oui. Oui, je voulais revenir, merci de tout ce que vous avez dit, sur votre dernière question. Parce que, comme de nombreux médecins, nous considérons que le bilan d'infertilité, c'est une fausse bonne idée. Alors, ça a été bien préconisé par une personne, mais pourquoi cette fausse bonne idée? Ça peut être une bonne idée parce que c'est le moment de parler, effectivement, de vérifier. On parle de pesticides et d'environnement, mais il y a avant tout le tabac et l'obésité. C'est vraiment les deux premiers facteurs contre lesquels il faudrait lutter pour la fertilité. Et deuxièmement, pourquoi c'est une fausse idée? Parce qu'on sait que le premier marqueur de fertilité, surtout chez la femme, c'est l'âge. Donc, ça n'est pas la peine de dire à la femme qu'il faut qu'elle ait une consultation. On va lui faire des dosages de réserve ovarienne qui vont l'alarmer pour rien parce qu'il est prouvé que ces marqueurs, en dehors de l'infertilité, n'ont aucune valeur sur une femme qui ne désire pas un enfant. Donc, c'est une fausse bonne idée de dire on va faire une consultation d'infertilité à tous. Par contre, il y a quand même une bonne idée qui serait d'informer, mais tôt, d'informer dans les lycées, d'informer à la fac, d'informer beaucoup plus tôt. Et les journaux féminins jouent bien le jeu.
Personnellement, j'ai dû être interviewée par à peu près tous les journaux féminins possibles. Jamais de ma vie, je n'ai été interviewée ni par l'équipe, ni par un journal de voiture, ni par un journal d'avion, ni par quoi que ce soit de masculin. Donc il y a quand même quelque chose. Le message que la fertilité de la femme chute n'est pas connu par les hommes, et le message que la fertilité des hommes chute aussi avec l'âge est encore moins connu par les hommes. Donc là, je pense que la première information, c'est essayer de faire passer aux hommes le fait de la fertilité avec l'âge de la femme et de l'homme est quelque chose de vrai. Et que si on gagne ça, ce sera déjà beaucoup mieux que de dire on fait une consultation à 35 ans à tout le monde, un marqueur de la réserve ovarienne qui certes enrichira les laboratoires, mais qui n'apportera rien sauf à paniquer des jeunes femmes pour rien. Enfin, sauf pas du contraire, à âge égal, il y a aussi une chute de la fertilité aujourd'hui. Ah oui. Et voilà, donc c'est ce que je veux dire, il n'y a pas que la question de l'âge qui joue dans la fertilité. Non, Donc voilà, et là-dessus, est-ce qu'il y a un plan d'action, de recherche notamment, est-ce qu'il y a des actions de recherche à lancer? J'ai peut-être mal compris votre phrase, mais vous avez dit à âge égal, vous voulez dire qu'une femme des années 2018 serait moins fertile à 35 ans? Un homme. Ah, alors sur un homme. Sur portrait sur la fertilité masculine. Ah, d'accord. Alors là, oui. Sur la femme, non. Donc on peut quand même s'interroger un tout petit peu, bien que les spermatozoïdes soient plus fragiles pour de multiples raisons que les ovocytes, pourquoi chez l'homme? Et en tout cas, on sait que les deux premiers facteurs, ceux sur lesquels on pourrait lutter avant d'aller parler d'environnement, c'est avant tout le tabac. Le tabac, c'est une cause d'infertilité. Les gens ne le savent pas. En général, ils savent le cancer du poumon. Il y a une enquête qui est parue dans les hôpitaux. Tout le monde vous dit oui, le cancer du poumon. Dire que ça avance l'âge de la ménopause, mais très peu de gens le savent, que ça favorise les fausses couches, très peu de gens le savent, que le tabagisme du père favorise les fausses couches, très peu de gens le savent. Donc une information à ce sujet me semblerait élémentaire. Mais bien, et l'obésité perturbe le sperme. Or, il y a de plus en plus, ça perturbe aussi chez la femme, mais il y a de plus en plus d'hommes obèses. D'accord. Je laisse la parole à notre rapporteur. Excusez-moi de mon retard. Non, je disais comme une boutade aussi, il ne faut peut-être pas trop le dire à certains hommes qui se mettraient à fumer encore plus à titre contraceptif. C'est une boutade. Non, moi je voulais d'abord nous féliciter de vous trouver toutes les quatre réunies pour guider notre réflexion là-dessus. Parce qu'évidemment, sur ces questions, trop souvent dans le passé, on a beaucoup impliqué des réflexions masculines, professionnelles. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas utiles, je ne dis pas qu'on ne peut pas discuter ensemble et réfléchir ensemble, mais évidemment, ça n'aurait pas de sens si les femmes n'étaient pas au premier plan de cette réflexion. C'est évident. Donc, heureusement, aujourd'hui, toutes quatre réunies, vous nous apportez vos compétences et vos impressions sur l'état actuel de notre société sur ces questions-là et sur vers quoi on doit évoluer, en particulier dans le cadre de cette révision de la loi de bioéthique. Alors, vous avez cité, évidemment, cette constatation qu'on fait tous de l'âge moyen qui s'accroît pour les grossesses. C'est devenu maintenant de l'ordre de 31 ans. L'âge du premier enfant, il a augmenté de 5 ans en guère plus de 30 ans, puisque maintenant, il est de près de 29 ans pour le premier enfant, alors que le maximum de fertilité est bien en dessous de cela. Donc on est déjà dans la période, le premier enfant est mis en route au moment où déjà le taux de fertilité est déjà en chute significative. Donc on voit bien, et puis ce phénomène s'amplifie parce que presque année après année, on voit que se recule l'âge de la première grossesse. Donc on a véritablement une nécessité de réagir, donc vous avez cité cela. Évidemment, l'éducation est indispensable sur les jeunes filles, mais sur les jeunes garçons aussi. Évidemment, ils le font à deux le plus souvent. Et donc, il faut qu'ils soient les uns et les autres conscients de l'horloge biologique. L'horloge biologique, vous l'avez dit, qui est pour les deux sexes, mais singulièrement l'horloge biologique féminine, qui n'est pas connue, curieusement. Beaucoup de femmes, encore aujourd'hui, et d'hommes encore plus, croient que, évidemment, la fertilité féminine chute brutalement au moment de la ménopause, mais qu'avant, elle reste en plateau. Ce qui est évidemment complètement faux, tout ça. Donc il faut faire de l'éducation. Et donc ma première question, c'est de savoir comment vous imaginez que l'on pourrait impulser une forte indication sur cette éducation à prévoir. Je crois qu'il y avait d'ailleurs une phrase, d'ailleurs, en plus, curieusement, là encore, il y a assez peu d'études en France par rapport aux pays anglo-saxons. D'ailleurs, vous nous joignez un article, naturellement écrit par des auteurs internationaux, mais qui est évidemment dans Human Reproduction. Excusez-moi de lire en anglais. The message must remain that women's best chances of having a healthy child
are through natural reproduction at a relatively early age. C'est terriblement facile, il n'y a qu'une phrase. Il suffirait de la dire à tout le monde. De savoir que la meilleure chance d'avoir un enfant en bonne santé, c'est par une reproduction à un âge relativement précoce. Bon, c'est pas compliqué à dire, ça n'est pas connu, ça n'est pas su. Et donc, si c'est pas connu, c'est qu'il y a des obstacles. C'est que soit à l'éducation nationale, soit dans les familles, soit dans les autres secteurs de la société, soit sur les réseaux sociaux, ça n'est pas véhiculé. Une phrase, une seule phrase. On peut la traduire en français facilement, on peut même la raccourcir s'il faut. C'est tout simple. Commencer à faire des enfants. Bon, la cause est toute simple. La première des causes, c'est évidemment l'efficacité qu'on appelle tous de nos voeux de la contraception. S'il n'y avait pas une contraception efficace et scientifique aujourd'hui, évidemment, il y aurait toujours des enfants sur des femmes beaucoup plus jeunes. À partir du moment où il y a la contraception, la tentation naturelle, logique, pas seulement pour la femme, pour le couple, c'est de dire, on va le mettre en route quand on sera stabilisé dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, dans notre logement, et encore plus dans notre couple, parce qu'on ne dit pas assez souvent, c'est un des facteurs majeurs. Les femmes d'aujourd'hui, peut-être celles d'hier, je n'y étais pas, je ne peux pas le dire, mais les femmes de notre siècle sont nombreuses, entre 25 et 30 ans, à ne pas avoir encore un couple stable. Donc évidemment, je me mets à la place d'elles. Tant qu'elles ne savent pas si c'est le prince charmant de leur vie, mais juste un homme de passage, elles ne vont pas lui faire tout de suite un enfant. Et elles ont raison, sauf qu'il faut prendre conscience de ça. Et donc moi je me dis qu'on a un devoir d'éducation mais on ne sait pas encore bien le faire, la preuve. Donc il faut que vous me donniez des idées. Il faut aussi, peut-être, dans cette éducation, alors là c'est un peu plus complexe, mais c'est quand même facile à expliquer aussi, dire aux jeunes femmes d'aujourd'hui que tout ce qu'on met en parade, et que moi j'appelle de mes voeux, personnellement, que ce soit la vitrification, que ce soit l'usage de la PMA avec des ovocytes qui auront été autoconservés, le fait même que ces auto-ovocytes conservés permettent, lorsqu'il n'y a plus de projet d'enfant, de faire des dons pour d'autres. Tout ça, c'est vertueux, tout ça, c'est bénéfique. Donc je l'appelle de mes voeux, évidemment. Mais ne laissons pas croire que c'est simple. Pour beaucoup de femmes, c'est lourd. Parfois un parcours du combattant. Ce n'est pas complètement anodin. La stimulation ovarienne, la vitrification des ovocytes, des PMA répétés, parfois suivis d'échecs, les impacts psychologiques. Enfin, tout ça, les gens le découvrent après. En tant que médecin, j'ai eu à rencontrer pas mal de femmes qui m'en parlaient de leur déboire, mais après, je ne savais pas que c'était si compliqué. Et puis, alors comment se fait-il que ça ne marche pas à tous les coups ? Ah oui, on le sait, ça. Il aurait mieux valu qu'elles l'apprennent très tôt et qu'elles soient conscientes de tout ça dans leur projet de vie, dans leur organisation. Moyennant quoi, soyons quand même responsables. Il y a une liberté et c'est heureux. Donc même si on fait cette éducation, on doit respecter leur liberté de choix. Et donc, c'est dans cet esprit qu'ensemble, on essaye de réfléchir avec vous. Deuxième point, vous parlez d'une grande loi santé-environnement qu'on appelle tous au neveu, évidemment. Je ne suis pas sûr qu'elle arrivera en 2018, cette loi santé-environnement. Peut-être même pas en 2019. Et il y a du long travail. Est-ce qu'on ne pourrait pas, quand même, comme tu l'as dit, en faire un facteur prioritaire, dire qu'est-ce qui est urgentissime ? Bien sûr, essayons d'exclure tous les produits qui sont tératogènes, cancérigènes, patati patata, dans les champs, dans tout ce que vous voulez, dans l'environnement. On est d'accord. Mais qu'est-ce qui est urgentissime là ? Ce sont les choses qui donnent une chute de la fertilité masculine. Sinon, l'espèce ne va se reproduire qu'avec des procréations médicalement assistées. Le jour où tous les humains se seront reproduits comme ça sera quand même un peu étrange. Donc, essayons quand même d'impulser, avant une grande loi, la disparition des perturbateurs endocriniens. C'est pas très compliqué. Essayons d'être plus efficaces encore dans les luttes antitabagiques en expliquant toutes les conséquences que ça a sur le bénéfice d'une nutrition et d'un exercice physique. Tout ce qui contribue, vous le savez tout aussi bien, peut-être même mieux que moi, pour maintenir la fertilité. Parce que les hommes ne veulent pas en parler, vous l'avez très bien dit. Dans les journaux féminins, chaque numéro en parle. Les journaux masculins, zéro. On voit pourtant des femmes dans les photos des journaux masculins.
assises sur des motos ou sur des voitures. Mais on ne parle pas de ces choses fondamentales. C'est regrettable. N'empêche que même si les hommes n'en parlent pas, et peut-être justement parce qu'ils n'en parlent pas, ils en sont encore plus perturbés. L'impact de l'infertilité chez beaucoup d'hommes est vécu très douloureusement, comme un peu une atteinte à leur honneur. C'est une des raisons pour laquelle, dans le passé, il y a eu tant de secrets sur les dons de sperme pour préserver leur image sociale d'homme fertile. Et donc, même si c'était un recours à d'autres spermatozoïdes couleurs, il ne fallait pas que ça se sache dans le voisinage. Donc, on voit bien que s'il y a un peu d'omerta là-dessus, ça ne veut pas dire que ça ne perturbe pas. Donc, il faut vaincre ces barrières. Et donc, donnez-nous des idées pour essayer de lancer des campagnes. Et vous pouvez être fer de lance, puisque c'est dans vos connaissances et vos activités, pour qu'on puisse éduquer la population. Troisième point, c'est sur la recherche. La recherche, elle est quand même indispensable, parce que l'efficacité de la PMA, elle ne progresse pas tellement. Elle a beaucoup progressé avec vérification. C'est-à-dire que maintenant, c'est presque aussi bon qu'avec des ovocytes frais. Bon, bravo, magnifique, beau résultat. Sauf qu'avec des ovocytes frais, c'est encore un taux faible. Et ça augmente pas tellement, autant que je sache. Donc ça veut dire que la recherche sur ces questions-là est encore déficitaire. Donc il nous faut impulser la recherche scientifique, il nous faut insuffler une dynamique nouvelle à la recherche qui permettrait de retrouver une meilleure fertilité, et il nous faut aussi des études en sciences humaines. Parce que les enfants qui sont nés, par exemple, d'autoconservation et qui sont ensuite suivis pendant des années, il y en a très très peu, presque zéro en France d'ailleurs. Vous me direz que comme légalement c'était quasi impossible, bon, mais même, il y a peu d'appétence chez les responsables qui dirigent les programmes de recherche ou les thèses dans les sciences humaines, de faire travailler là-dessus beaucoup moins que dans les pays anglo-saxons. Il faut corriger ce déficit. S'il n'y a pas de recherche universitaire là-dessus, s'il n'y a pas de recherche dans les organismes de recherche, on restera avec des idées du XXe siècle et on n'avancera pas. Donc il faut qu'il y ait des études, à mon avis, mais dites-nous si vous le voyez comme ça, ou corrigez-moi si je me trompe, mais qu'on mette, probablement pas dans la loi, mais dans les textes réglementaires qui l'accompagneront, qu'il est indispensable de prévoir des études prospectives dès que la nouvelle loi sera en application, qui suivra l'évolution des enfants et des mères, parce qu'il y aura des choses à corriger dans le futur. On ne fera pas forcément, quelle que soit la réflexion qu'on va conduire, l'essai d'utiliser toutes les auditions pour perfectionner le texte, notre loi ne sera pas parfaite. Il vaut mieux le savoir parce que ça sera un travail humain qui demandera à être amélioré. Donc, si on a une évaluation prospective dès le début et qui nous permet d'identifier les problèmes, on pourra après corriger les choses autant pour les enfants que pour les mères. Et je termine simplement en vous demandant quelle limite d'âge, à moins que peut-être vous l'ayez dit avant que j'arrive et que je m'en excuse, limite d'âge vous proposeriez éventuellement comme âge minimum et âge maximum. Merci, monsieur le rapporteur. On refait un tour de table. Madame Meyer. Alors, merci pour votre question. Concernant les techniques pour améliorer la prise en charge de l'AMP, notamment pour les FIV, il y a le diagnostic préimplantatoire avec recherche d'aneuploïdie qui cherche à viser les embryons qui sont non viables parce qu'ils n'ont pas assez de chromosomes ou parce qu'il y a une erreur, qui sont des embryons qui de fait ne s'implanteront pas ou qui mèneront à une fausse couche. Aujourd'hui, c'est interdit en France et ça explique une partie de nos taux d'échec. Et ça pose aussi des questions éthiques puisqu'on se dit, est-ce que c'est éthique d'implanter des embryons qui ne sont pas viables et de faire subir aux femmes fausses couches et stimulation en fait pour rien, perte de temps et plus les effets psychologiques et les effets sur le couple aussi qui sont des épreuves à chaque fois, à chaque échec. Est-ce que c'est éthique de faire ça alors qu'on sait scientifiquement faire autrement? On sait n'implanter que des embryons viables. Voilà. Après, pour les autres pistes de recherche, je laisserai le docteur peut-être répondre plus précisément parce que voilà. Mais c'est déjà un outil qui permettrait d'augmenter l'efficience. Vous avez posé d'autres questions sur l'âge notamment, et j'avais déjà répondu un peu avant. Évidemment, il n'y a pas d'âge minimum scientifiquement.
Simplement, si l'âge est très précoce, le risque de non-utilisation des ovocytes n'est pas, est grand. Mais pour autant, le plus tôt est le mieux quand on est sûr qu'on veut autoconserver. Donc, il ne semble pas opportun de mettre vraiment un âge minimum, peut-être 25 ans, mais ça n'a pas de sens sur le plan médical. Et ensuite, pour l'âge maximum, effectivement, à partir de 35, on a une chute des taux de réussite et de la qualité des ovocytes. Pour autant, même si les chances sont de 30%, ça fait quand même une femme sur 3 quasiment qui n'aurait pas recours à un don d'ovocytes. Donc, pour l'autoconservation, les limites, elles sont déjà fixées, si vous voulez, par la sécurité sociale qui dit qu'à partir de 43 ans, elle ne prend plus en charge les femmes en PMA puisque le taux de réussite est trop faible. Donc, on pense qu'elles vont de toute manière, l'âge maximum va être posé de fait par les praticiens, par les cliniques. Donc on ne voit pas vraiment de raison de mettre un âge maximum dans la loi, d'autant qu'il y a peut-être un facteur individuel qui fait que pour telle femme à cet âge plus un mois, peut-être ce serait opportun de le faire encore, alors que pour une autre, 2 ou 3 ans avant, ce serait déjà trop tard sur le plan médical. Donc voilà. Après, en termes de délai, jusqu'à quel âge utiliser les ovocytes, c'est ça aussi votre question ou... Les deux, parce que quand on parle d'âge limite, il faut dissocier les deux. Estime que leur probabilité sera ensuite trop faible. Et puis l'âge limite d'une grossesse faite avec des ovocytes plus jeunes, en définitive, donc qui auront de bonnes chances, mais où après un certain âge, la grossesse peut véhiculer des risques qui ne seraient pas raisonnables. Donc jusqu'à quel âge on peut consentir, de soutenir avec les remboursements appropriés une grossesse chez une femme qui a conservé des ovocytes beaucoup plus jeunes. Alors donc pour l'âge maximum, je vous ai répondu pour la conservation. Hein. Il y a aussi l'âge auquel on refuse nos donneuses. Si vous voulez, on pourrait très bien dire qu'on conserve encore, mais que bon, voilà, étant donné les taux de réussite, il y a peut-être plus de prise en charge selon le cas. Mais au-delà de 40 ans, de toute manière, il n'y a plus de conservation, peut-être même 38. Après, pour l'utilisation des ovocytes, apparemment, la technique, il n'y a pas un délai après, au-delà duquel les ovocytes ne seraient plus utilisables. Il n'y a pas de date de péremption, si vous voulez. Il y a beaucoup de pays qui conservent pendant 10 ans, mais on voit pas, il n'y a pas le recul suffisant parce que la technique est quand même assez récente. Mais a priori, il n'y aurait pas de limite sur la conservation en tant que technique, puisqu'on le fait aussi chez des patients très très jeunes, notamment les jeunes qui sont des adolescentes pour qui on conserve du tissu ovarien. Et puis on sait qu'on ne va pas les garder que 10 ans pour ces jeunes femmes, elles vont aussi peut-être les utiliser à 40 ans. Donc voilà. Ensuite, c'est l'autre critère, c'est des critères qui relèvent de la grossesse. Et ça, docteur Belachela répondra mieux que moi, mais si vous voulez, ça dépend, c'est vraiment très individuel selon les facteurs de risque de chaque personne. Une femme de 45 ans qui a d'autres facteurs pourrait avoir une contre-indication pour une grossesse, alors qu'une femme pourrait tout à fait mener une grossesse avec un risque modéré. Donc voilà, il y a des pays où on arrête à 45 ans, comme la Belgique. Il y a des pays qui vont jusqu'à 50 ans, jusqu'à la ménopause, comme en Espagne, en se disant que de toute manière, le risque, il est fixé, l'autorisation est fixée, si vous voulez, pour des raisons médicales, individuellement. Et donc, il n'y a pas de limite posée légalement. Après, la prise en charge de la Sécu s'arrêtera certainement au même âge qu'elle s'arrête déjà. Et on peut très bien dire que voilà, les femmes qui ont dépassé l'âge de prise en charge pourraient subvenir à c'est pas parce que ce n'est plus pris en charge que ça doit être interdit à ces femmes qui ont dépassé 43 ans. Voilà. Merci. Docteur Bellechalard. Je veux bien répondre avec plaisir. Sur le diagnostic préimplantatoire, donc ne replacer que les bons embryons. Il faut savoir que les résultats scientifiques sont discutés parce qu'on fragilise l'embryon. Donc, un certain nombre d'études montrent qu'on n'augmente pas tant que ça le taux de grossesse. Et surtout, on ne fait aucune économie. Parce qu'il faut bien faire la FIV, il faut faire le DNI, il faut toutes les analyses génétiques. Donc, il ne faut pas croire que c'est une économie. On améliore le taux de grossesse par transfert, cela est vrai.
pas par ponction. Simplement, on ne transfère pas les embryons anormaux. Donc, c'est un plus, mais les pays comme l'Espagne qui en disposent, mon ami Pedro Barry qui en dispose à Barcelone récemment, je lui disais, toi, tu le fais à toutes les femmes de 40 ans. Il m'a dit, bien sûr que non. Je disais, toi, tu as de la chance, donc un peu envieuse. Pourquoi toi? Il m'a dit, mais non. Un, c'est cher. Deux, tu sais aussi bien que moi que ça n'augmente pas tant le taux de grossesse et que ça ne l'augmente pas du tout si vous raisonnez par ponction. Donc, attention, c'est un plus. On se bat pour l'avoir, mais ce n'est pas une panacée universelle. Deuxièmement, vous avez posé, moi j'adhère à tout ce que vous avez dit, M. Touraine, franchement, mais vous avez posé les bonnes questions. Pour lutter contre, il faut connaître les causes. Il y a 3 causes au désir tardif d'enfant, enfin, grosso modo. Il y a la cause évidente, vous l'avez dit, c'est la meilleure maîtrise de la contraception, les carrières. Sauf que c'est un plus, les carrières féminines, la meilleure maîtrise de la contraception. Il y a les causes émergentes, dont on se rend bien compte, c'est le déni de la chute de la fertilité avec l'âge. Il y a des enquêtes, alors je ne voulais pas trop vous charger en articles, surtout qui sont souvent anglo-saxons, vous avez raison, mais il y a des enquêtes chez les sages-femmes en France, il y a des enquêtes chez les étudiants en médecine américains qui montrent tous qu'il y a un déni de la chute de la fertilité avec l'âge et une confiance excessive dans l'AMP. La réponse est « c'est pas grave, je serai une FIV ». La FIV n'est pas, comme l'a dit Déridon, la baguette magique qui va rajeunir les ovaires. C'est pas vrai. La baguette magique, c'est ou le don d'ovocytes ou l'autoconservation, mais c'est pas la FIV. Et puis, pardon, et on n'avait pas le plaisir que vous soyez avec nous au début quand j'ai parlé, mais il y a les causes qui sont non plus émergentes, mais les causes actuelles. Celles qui arrivent dans toutes les études, elles aussi anglo-saxonnes, australiennes, américaines. Quand on interroge les femmes, pourquoi avez-vous fait une autoconservation? 80%, 85%, 86% répondent, ça dépend des études, parce que je n'avais pas le partenaire avec qui faire un enfant. Donc, la cause la plus actuelle, c'est quand même l'homme. Et ça, c'est une nouveauté. L'autoconservation, ce n'est pas les femmes carriéristes qui la font. C'est pas du tout pour repousser l'âge de la grossesse, c'est parce qu'elles n'ont pas celui avec qui faire un enfant. Donc c'est là où il faudrait le plus lutter. Et quand vous disiez comment faire pour lutter, moi je réponds identifier les causes et lutter contre chaque cause. Ensuite, vous avez dit plein de choses justes. On ne demande pas mieux de faire plus de travaux. Vous savez que la FIV en France, grosso modo, ça rapporte moins de 3 000 € à un hôpital. Je travaille dans un hôpital public. Je suis désolée, mais sans arrêt, mon directeur veut me fermer ma FIV en me disant c'est pas assez rentable. Donc je suis obligée de lui démontrer, j'ai la chance de travailler aussi pour l'agence de biomédecine, que si, quand on fait les dosages et les échos sur place, nous sommes quand même rentables. Il veut me fermer mon bloc opératoire en disant mais ça embête les anesthésistes de venir faire vos ponctions. Vous avez qu'à la faire sans anesthésie. Je dis non, parce que les femmes, elles ont envie d'avoir une anesthésie un certain nombre et je veux le faire. Donc on est tout à fait d'accord pour faire des choses. Il faut juste qu'on rende un peu de moyens à l'assistance médicale à la procréation en France. Enfin, moi, je suis attachée au terme AMP, qui est celui de la loi, et pas PMA. AMP, c'est l'assistance médicale à la procréation. C'est ce que je fais au quotidien. La PMA, c'est la procréation médicalement assistée avec toute la connotation négative qui s'y attache. Je sais bien que tout le monde parle de PMA parce que les journalistes ont créé PMA. Et je vous invite à lire le dernier rapport du Conseil de l'Ordre, qui est très favorable à l'extension, comme vous le savez, qui commence par AMP et qui, dans le texte, dit PMA, ce qui est un tout petit peu catastrophique. Enfin, je vais répondre, moi, sur l'âge limite. Je pense qu'il ne faut pas donner des faux espoirs, tant pour la préservation. Honnêtement, si on fait une autoconservation à une femme de plus de 38 ans, surtout, et alors là, si on a sa réserve ovarienne qui est basse, et à 40 ans, c'est un faux espoir. Et là, je trouve que c'est pas bien. Il faut pas le faire. Trop jeune, je pense que c'est pas bien non plus. Toutes les femmes, je vous l'ai dit, les femmes font à 78% un enfant avant 35 ans. C'est lourd, vous l'avez dit. C'est peut-être pas la peine à une fille de 25 ans de le faire. Moi, en tout cas, si mon centre est autorisé en 2019, ce que j'espère grâce à vous, je tenterai d'expliquer qu'à 25 ans, on a toutes les chances de rencontrer, alors, l'homme de sa vie, le prince charmant, vous l'appelez comme vous voulez, mais celui avec qui on a vraiment envie de faire un mouflet. Et donc, je ne le ferai pas à 25 ans. Parce que, enfin, je le ferai pas, peut-être qu'à la fin, si elles réussiront peut-être à me convaincre, mais je ne crois pas, je ne trouverai pas ça bien. Mais je ne le ferai pas non plus à une femme de 38 ans qui n'aurait aucune chance. Quant à l'âge pour lequel reprendre, ça c'est une vraie question. Et au Collège national des gynéco-obstétriciens, on a eu tout un groupe de travail que je présidais sur l'autoconservation. Avant que vous n'arriviez, je disais que dans notre communiqué, on a dit que l'âge optimal pour reprendre les ovocytes et l'embryon et avoir une grossesse, c'était avant 45 ans. J'aurais volontiers, comme rapporteur, moi je voulais qu'on s'arrête là. Étant donné que les risques des grossesses augmentent après 38, après 40, 43, et que 45, c'est vraiment un cap après lequel des grossesses deviennent à haut risque, même s'il n'y a plus les problèmes liés à l'ovocyte, puisque l'ovocyte, il est jeune, il n'y a pas les anomalies chromosomiques, mais il y a tous les problèmes liés au vieil utérus et au vieux vaisseau. Cela dit, le professeur Gérald Lévy, qui présente notre comité d'éthique,
local du collège, nous a empêché d'écrire 45 ans en disant, voyons, avec ce que tu vas faire, tu vas, ce que je vous disais tout à l'heure, dire non à une femme qui a 45 ans et un jour, qui est normotendue, qui est mince, qui est jeune entre guillemets, pour laquelle tout va bien, qui a un bilan métabolique parfait, et tu vas dire oui à celle de 44 ans et 9 mois qui est obèse, diabétique et hypertendue, c'est aberrant ce que vous allez écrire. Donc il a convaincu l'ensemble des membres du conseil d'administration du collège, et nous avons écrit optimale avant 45 ans, possible entre 45 et 50, si l'état de santé de la femme le permet et si elle est dûment informée des risques tant pour elle que pour l'enfant. Enfin, le dernier point sur lequel je voulais dire, c'est oui, vous avez aussi dit quelque chose de tout à fait exact. On n'a aucun recul. On a des reculs sur les ovocytes vitrifiés. Il y a une étude de Noyes qui montre bien que les enfants à la naissance, qui naissent après vitrification ovocytaire, ils vont bien. À la naissance, c'est vrai. Si vous nous demandez à 20 ans, ben non. C'est une technique qui s'est développée depuis les années 2000 dans le monde. En France, autorisée en 2011. Non, nous n'avons pas plus de recul pour vous en dire plus. Les seules études qu'on pourrait utiliser, c'est celles sur les enfants nés de pères âgés. Mais ça n'a rien à voir. C'est les enfants nés de pères de 60 ou de 70 ans. Et là, on ne peut pas savoir, puisque c'est leur propre spermatozoïde, est-ce que c'est la génétique qui intervient ou est-ce que c'est le fait de vivre dans un vieil environnement qui fait que ces enfants, oui, ils ont des problèmes, effectivement, tant physiques que psychiques, qui sont plus décrits. Si c'est le vieil environnement, ce sera la même chose si la femme est âgée, mais on n'est pas du tout dans la même cour d'école, c'est pas des 60-70 ans, nous on parle de 45, et si c'est l'environnement génétique seulement, là on l'aura pas puisque votre site sera conservé avant. Merci, Madame Rio. Oui. Donc nous, par rapport à la société, vous disiez, il faut que les gens soient informés, mais je pense la société dans son ensemble doit prendre conscience de la situation, parce qu'en fait, aujourd'hui, quand vous annoncez une grossesse à votre employeur, c'est encore un problème. C'est encore un souci, et nous, on a des femmes qui sont encore en difficulté dans cette chose ordinaire qui est je suis enceinte. Et donc, il y a si on applique ça à la PMA, donc c'est avant d'être enceinte, il y a un vrai souci parce que les gens sont il y a un manque de bienveillance de la société dans son ensemble, et notamment de la société professionnelle, des entreprises, des patrons et des collègues de travail. C'est encore compliqué de dire je suis enceinte, et c'est encore plus compliqué de dire je voudrais être enceinte et je suis en parcours de PMA. On avait obtenu en 2016 les autorisations d'absence. On voudrait faire un bilan parce qu'on a encore aujourd'hui des gens qui prennent contact avec nous et qui nous disent « Mon patron me dit que je n'ai pas le droit aux autorisations d'absence parce que le code du travail ne s'applique pas pour moi. » Alors voilà, on en est là. C'est-à-dire le code du travail ne s'applique pas pour moi. Ou alors des patrons qui disent à leurs employés qui veulent avoir des autorisations d'absence pour les protocoles de soins, leur disent « Si tu fais ça, je te licencie. » Donc, on est dans une société qui a besoin de mettre plus de bienveillance dans le fait qu'on doit pouvoir mieux articuler notre vie privée avec notre vie professionnelle, et que l'un et l'autre sont imbriqués, et qu'un salarié qui sera bien considéré, bien accompagné, respecté dans ces choses-là, sera un salarié qui sera plus efficace qu'un salarié qui devra cacher, mentir, ou qui ne pourra pas faire une FIV à ce moment-là parce qu'il y aura trop de pression professionnelle pour lui. Donc il y a un vrai besoin de bienveillance, mais globalement au niveau social. Après, une grande loi de santé environnementale, pour nous, c'est quand même l'urgence. Parce que, si vous voulez, les alertes, elles existent depuis au moins 3 générations, depuis les années 60. Voilà, les scientifiques alertaient sur les oiseaux, sur les crocodiles et tout ça. Et l'impact aujourd'hui, on le vit, et pas seulement chez les hommes. C'est-à-dire qu'on peut facilement quantifier la baisse et la qualité du sperme chez un homme, parce que le sperme est accessible. Chez une femme, on peut moins le quantifier, et en plus, ça a beaucoup moins intéressé les chercheurs. Mais nous, on constate quand même de plus en plus de jeunes femmes qui sont atteintes d'insuffisance ovarienne précoce, de syndrome des ovaires polykystiques, d'endométriose. Et ça, ce sont des maladies féminines qui impactent la fertilité et qu'on explique en partie par les conditions de vie, l'obésité, les facteurs environnementaux. Mais ça existe et ça augmente. Et on a aussi un impact qu'on peut vérifier chez les enfants, chez les petites filles, des pubertés précoces qui augmentent, des maladies liées aux petits garçons comme la l'hypospadias ou la cryptorchidie qui augmentent, et qui sont
des maladies qu'on peut lier aux perturbations endocriniennes. Donc pour nous, il y a cette urgence-là. Alors après, je sais qu'on ne peut pas tout faire en même temps et qu'il y a aussi d'autres choses, mais si on n'a pas cette base-là, cette sécurité environnementale, cette santé environnementale, à quoi bon faire le reste? À quoi bon améliorer les techniques d'AMP et tout ça? Parce que vraiment, l'AMP, c'est quelque chose de difficile, mais c'est pas difficile parce que ça manque d'efficacité, et puis parce que l'ordre des choses, ce n'est pas de faire des enfants par la technique médicale. L'ordre des choses, c'est de faire des enfants avec son conjoint, de façon traditionnelle. Donc, pour nous, c'est compliqué. Et en 2015, il y a des chercheurs européens et américains qui avaient étudié l'impact des perturbateurs endocriniens sur l'économie, et qui avait dit que la totalité des soucis liés à ça représentait 1,2% du PIB de l'Union européenne, et ça faisait plus de 157 milliards d'euros qui étaient utilisés pour lutter contre les perturbateurs endocriniens. Donc oui, pour nous, il y a cette urgence-là de travailler sur ces questions environnementales, parce que sinon le reste n'aurait pas tellement de sens. Après, l'information. Donc nous, on est dans ce qu'on demande pour un plan fertilité. Il y a des choses comme pouvoir identifier et caractériser, via un étiquetage adapté, les produits nocifs pour la fertilité. Informer le grand public sur les substances toxiques et leur impact sur la santé. Mettre en place des mesures pour limiter ou interdire certains produits qui sont nocifs. Mettre en place des actions de recherche. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. L'État fait des campagnes sur la prévention du tabac, sur la prévention des maladies cardiovasculaires. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire la prévention sur les questions environnementales et leur impact sur la fertilité? Et de placer cette question de la fertilité et de l'infertilité dans une exigence de santé publique, ça nous semble l'urgence pour aujourd'hui et puis pour demain, mais pour après-demain, je pense que ça sera un peu plus compliqué. Donc mettre en place des campagnes d'information nationale, je pense que le ministère de la Santé est en capacité de faire ça s'il y a une prise de conscience. Et c'est pour ça qu'on insistait beaucoup dans notre présentation sur cette prise de conscience globale, à la fois des politiques, à la fois de la société, du grand public, parce que les personnes infertiles, elles sont là et elles sont de plus en plus là. Et pas seulement lié au fait que l'AMP répond aussi à des problématiques plus sociales. Parce que nous, dans notre association, les gens qui s'adressent à nous sont des gens, comme je disais au tout début, qui ont entre 31 et 36 ans, qui sont des couples hétérosexuels lambda et qui sont impactés dans leur fertilité aujourd'hui. Très bien, je vous remercie. Je vais laisser la parole à notre collègue Nicole Dubré-Chirat. Oui, merci à vous. Moi, j'avais 2 questions relativement courtes par rapport à la prévention. En France, on a toujours pas mal de difficultés à faire de la prévention, même si dans le plan santé, il y a des axes forts, et entre autres la consultation à 25 ans, mais qui est plutôt, il me semble, ciblée sur les femmes plus que les garçons. Il faut qu'on vérifie, mais je crois que c'est vrai que c'est important à ce moment-là de pouvoir faire un état des lieux des personnes. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que en fait, on a toujours du mal à intéresser la population tant qu'elle n'est pas concernée. C'est-à-dire que quand vous disiez tout à l'heure, il faut faire un bilan de fertilité, mais à quel âge et pourquoi? Quand vous ne savez pas, si vous avez 15 ans et que vous ne sentez pas concerné par votre sexualité tout de suite, encore que c'est déjà un peu tard, mais c'est vraiment quand on approche ou qu'on est dans la difficulté que là, on commence à être concerné. Et c'est là où sont les difficultés aussi à trouver les bonnes choses pour faire de la prévention. Parce que les campagnes, on en a fait sur le tabac, sur l'alcool, il faut qu'elles soient très bien faites, très ciblées et pas non plus négatives. Parce que quand vous parlez de l'environnement, toutes les campagnes sur l'environnement, elles sont culpabilisantes pour les personnes. Et c'est à peu près le seul film, c'est Demain, je crois, qui était positif en matière d'environnement. Donc je pense que si on veut aussi que les gens se sentent concernés, il faut les interpeller au bon moment et avec des éléments positifs, ce qu'on n'a pas toujours, et au plus
proche de la période à laquelle ils sont concernés. Donc je crois que ça, c'est une difficulté qu'on a, qui n'oblige pas à baisser les bras. Je pense qu'effectivement, l'information dans les collèges, dans les lycées, elle est importante avec le vocabulaire adapté. Mais c'est vrai que après, comment est-ce qu'on fait pour faire passer le message ? Et dans la foulée, je dirais, quels sont en matière de dons d'ovocytes, si on veut systématiser, parce que ce serait presque ça l'idée, si on veut faire du don d'ovocytes, quelles préconisations vous avez ? Parce qu'à 20 ans ou à 25 ans, on ne sait pas si on sera fertile ou infertile dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc, quelles sont les préconisations qu'on a ? Qui donne ? Quand ? Alors 5 ans, vous l'avez dit. Quoi ? Pourquoi faire ? Parce que donner pour soi est une chose, donner pour les autres est une autre dimension par rapport à la filiation. Et puis, donner comment ? C'est-à-dire quid des ovocytes surnuméraires, quid des ovocytes quand on a passé l'âge soi-même de sa procréation ? Est-ce qu'on demande à ne plus les utiliser ? Quid des ovocytes après le décès de la personne qui a donné ? Merci. Alors, dernier tour de table. On commence. Docteur, vous commencez ? Oui, dans la loi actuelle, une femme qui a moins de 37 ans ou jusqu'à 37 ans peut donner ses ovocytes et si elle n'a pas encore d'enfant, se voit proposer la conservation d'une partie de ses ovocytes pour elle-même. C'est très très peu parce qu'en fait, on doit aller jusqu'à 5 ovocytes, ils sont tous pour la receveuse. À 6, il y en a une pour la donneuse, 5 pour l'autre. Donc en fait, c'est une très très belle façon d'autoriser l'autoconservation ovocytaire et ça, disons que les professionnels, en résumé, on trouve que c'est du chantage et ça ne nous va pas du tout. Sinon, une femme qui ferait un don pour elle-même, vous parlez donc que de l'autoconservation, l'idéal, c'est que d'emblée, elle sache que si elle ne les reprend pas pour elle-même, on lui propose, et que ce soit écrit dans le contrat, de les donner, soit à 45 ans, soit avant, si elle ne veut plus les garder. Et là, ça enrichirait effectivement le don d'ovocytes, ça permettrait qu'il y ait moins de demandes, puisque toutes ces patientes qui, à 40 ans, leur proposent un don, on dirait non, utilisez vos propres ovocytes, et il y aurait aussi plus d'offres, puisqu'on aurait des ovocytes à donner. Donc ce serait vraiment une excellente solution pour le don d'ovocytes. Merci. Madame Meyer. Concernant la consultation à 25 ans, nous, on ne milite pas pour que tout le monde ait un bilan biologique à 25 ans, parce que voilà, ça n'a pas de sens, effectivement, si on n'a pas de désir d'enfant ou de questions sur ce point. Mais en revanche, on milite pour que tout le monde ait l'information au bon âge. C'est-à-dire, comme vous le dites, pas trop à distance pour que ça concerne quand même les personnes, mais pas trop proche de l'échéance non plus pour qu'il n'y ait pas de stress ou de mouvement de panique en relation avec la réception de l'information. L'idée, c'est que les personnes, les femmes, mais aussi les hommes, puisqu'en fait, souvent, le conjoint aussi met un frein repousse, et sauf que c'est pas lui qui subira ensuite les traitements, ce sera toujours la femme, même si l'infertilité vient du monsieur. Donc, recevoir les deux, s'il s'agit d'un couple, recevoir les femmes dans le cadre de leur visite chez le gynécologue qu'elles font de toute façon pour tous les 3 ans. Pour donner l'information sur la baisse de la fertilité ovarienne avec l'âge, en disant bien que c'est une moyenne et que évidemment on ne peut pas dire comme ça quelle est la fertilité de chaque personne, mais qu'il y ait une idée, si vous voulez, globale de la vie génésique qui va venir, des difficultés que ça peut engendrer, et dire la vérité des parcours de PMA, dire les techniques de prévention qui existent, l'autoconservation, dire que ça existe, dire quels sont les risques, dire quel est le meilleur âge pour la réaliser, autour de 30 ans, de ce que j'ai compris, quand même, pour avant 35 ans, voilà, mais autour de 30 ans, même, voilà, si les femmes sont très sûres, moi j'ai pas d'objection à ce qu'elles le fassent plus jeunes, si elles sont sûres d'elles, si elles ont un plan de carrière ou un plan de vie ou des questions personnelles, qu'elles partent à la guerre ou peu importe, qu'elles puissent le faire à l'âge où si elles sont sûres, au meilleur âge pour elles. Voilà, donc l'idée c'est d'accompagner sans mettre la pression pour qu'il n'y ait pas de surprise et un meilleur rapport bénéfice-risque des AMP le moins invasif possible et la plus efficace possible ensuite s'il y a besoin. Voilà. Et évidemment l'école aussi. Pourquoi ne pas l'introduire dans le programme scolaire, mais pas peut-être en 3e avant le lycée pour que vraiment toute la population puisse avoir l'information. Évidemment, ce ne serait pas suffisant, mais au moins qu'il y ait un moment où quand on parle des procréations à l'école, on n'oublie pas aussi de passer un petit chapitre sur l'évolution de la fertilité avec l'âge.
Voilà, je vous remercie. Merci. Madame Rio. Alors c'est sûr que déjà la société a une force d'inertie importante et que ce sujet-là est un sujet anxiogène. Enfin là je reparle de l'articulation fertilité et environnement. Et que nous, on est confrontés déjà à ces difficultés-là au sein de l'association. C'est-à-dire que même pour les couples infertiles, donc qui eux-mêmes sont confrontés aux difficultés, les messages qu'on essaye de faire passer sur toute la sensibilisation par rapport aux perturbateurs endocriniens, pour les enfants aussi qui sont nés, les messages ont du mal à passer. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à trouver le moyen de pouvoir communiquer d'une façon moins anxiogène sur un sujet qui est anxiogène, mais il est anxiogène aussi parce qu'il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que moi, je ne fume pas, mais j'essaye de manger bio. Mais sauf que là, je dépends aussi de tout un tas de perturbateurs endocriniens qui ne dépendent pas de moi. Et quels moyens j'ai pour agir? Donc c'est pour ça qu'il y a une vraie demande sur que l'État considère ce sujet-là comme un sujet central et puisse faire descendre les informations, développer les campagnes nationales d'information, développer des campagnes de formation auprès des médecins généralistes et tout ça pour que le message qui est là, qui nous plombe un peu vraiment et qui est très anxiogène, il puisse passer dans la société et qu'on puisse tous s'interroger sur quelles actions je peux faire moi à mon niveau et quelles actions dépendent d'un niveau au-dessus de moi. Mais il ne faut pas en faire l'économie. Il ne faut plus en faire l'économie. Très bien. Écoutez, mesdames, nous vous remercions pour cette audition, cette table ronde, et nous faisons une suspension de séance.